Un capitaine de la marine est entré dans le salon familial d'un hôpital et s'est figé sur le seuil. Sa fille dormait dans les bras d'une inconnue. Il ignorait que cet inconnu avait un jour promis à un enfant mourant. Elle avait juré de ne plus jamais en laisser un autre attendre seul. Il ne savait pas qui elle était autrefois. Il était sur le point de le découvrir, et son geste suivant allait laisser tout le service dans un silence stupéfait et reconnaissant. Si cette histoire vous touche, mettez un j'aime. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Sarah Mitchell avait terminé son service depuis 2h11. Elle était toujours assise dans le même fauteuil en vinyle, dans le salon familial du 3e étage. Une fillette de 4 ans était blottie contre sa poitrine. Un de ses petits poings serrait le col de sa blouse bleu cobalt vif. La cafetière dans le coin avait refroidi depuis 1 heure. La télévision au mur diffusait un documentaire animalier en sourdine que personne ne regardait. Dehors, les quais de la base navale de Norfolk clignotaient sous des projecteurs lointains. Vous n'êtes pas de service. Le docteur Preston Hale se tenait sur le seuil, les bras croisés. Sa voix était basse pour ne pas réveiller l'enfant. L'infirmière-chef vous a déconnecté à 7 heures. Je sais. Alors vous savez que vous n'êtes pas couverte. Ni par la responsabilité civile, ni par l'assurance, ni par rien du tout. Sarah ne leva pas les yeux. Sa main décrivait de longs cercles sur le dos de la fillette. C'était toujours le même rythme. Le genre de geste qu'on apprend dans aucun manuel. Sa grand-mère est dans la chambre 412, sous moniteur cardiaque, dit Sarah doucement. Son père est injoignable depuis 6 semaines. Il n'y a personne d'autre. Il y a un travailleur social de garde. Il y a une enfant de 4 ans qui s'est réveillée en hurlant il y a 20 minutes. Elle croyait que tous ceux qu'elle aimait avaient disparu. Sarah leva enfin les yeux. Son regard était si calme que la protestation de Preston mourut dans sa gorge. « Je ne la laisserai pas seule dans une chambre. Mettez-moi un blâme si vous devez le faire. » Preston ouvrit la bouche, la referma et partit sans un mot de plus. Lily Reyes était arrivée il y a 9 jours avec une pneumonie. Sa petite poitrine était si atteinte qu'elle râlait à chaque respiration. 3 jours plus tard, son état s'était amélioré. Elle était assez stable pour quitter les soins intensifs pédiatriques. Elle attendait ses papiers de sortie dans une chambre normale. Mais personne ne l'attendait à la maison pour l'accueillir. Sa mère était décédée un peu plus de 2 ans auparavant. Sarah le savait grâce au dossier d'admission. C'est ainsi qu'elle apprenait la plupart des choses sur ses patients. Discrètement, en détail, sans jamais en parler, sauf si le patient l'abordait en premier. Son père était un officier de marine en déploiement. L'hôpital n'avait pas le droit d'en dire plus. Mission classifiée, pas de date de retour confirmée. Le genre de case vide sur un formulaire que Sarah reconnaissait. Elle la comprenait d'une manière que la plupart de ses collègues ne pouvaient pas. Elle la reconnaissait parce qu'elle-même laissait de telles cases vides autrefois. Personne à l'hôpital Meridian Regional ne savait ce que Sarah Mitchell avait été avant de devenir infirmière. Il savait qu'elle était calme lors des urgences vitales. Il savait que ses mains ne tremblaient pas quand celles des autres le faisaient. Il savait qu'elle avait un jour dégagé les voies respiratoires d'un patient en détresse, en 9 secondes pile. Pendant ce temps, un interne lisait encore les constantes à voix haute. Après, elle était simplement retournée à ses notes, comme si de rien n'était. Il ne posait pas de questions. Sarah avait construit sa vie discrètement et délibérément pour que personne n'ait besoin de le faire. Elle avait troqué une combinaison de vol pour une blouse d'infirmière. La couleur bleue était presque exactement la même, mais elle doutait que quelqu'un d'autre qu'elle ait remarqué ce détail. Elle avait échangé le souffle des rotors d'hélicoptères contre le bourdonnement des néons, l'océan contre les couloirs d'hôpital, et la checklist d'un nageur sauveteur contre le dossier d'une infirmière. Et au début, elle s'était dit que ces 2 vies n'avaient rien en commun. Il lui avait fallu presque 1 an pour admettre qu'elle avait simplement choisi un nouvel océan à surveiller. Un océan fait de lits d'hôpital au lieu de houles de tempête. Le danger y était plus silencieux, et une personne pouvait toujours s'y noyer à la vue de tous, si personne ne prêtait suffisamment attention. Lily bougea contre son épaule. Elle murmura quelque chose qui pouvait être un mot, ou rien du tout, puis se rendormit. Sarah ajusta sa position pour que le cou de la fillette reste soutenu. C'était une vieille habitude, une habitude de sauveteur, vérifier les voies respiratoires, même dans le sommeil. Par habitude, ses yeux balayèrent les sorties. 2 portes, une fenêtre, 4e étage, non ouvrable. Elle cataloguait la pièce, comme elle le faisait pour chaque endroit où elle entrait.
Un balayage qui prenait moins de 2 secondes. Un réflexe qu'elle ne pouvait plus désactiver depuis 6 ans. Un souvenir refit surface, sans y être invité. Un autre enfant. D'autres petits doigts agrippés à un tissu qui n'était pas assez chaud. Sarah le repoussa, comme elle le faisait toujours. À la place, elle posa ses lèvres sur le sommet de la tête de Lily. « Je suis là », murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part. » Ce n'était pas la première fois que Sarah restait après son service pour un enfant qui n'avait nulle part où aller. Il y a 2 hivers, c'était un garçon nommé Marcus. Il avait 7 ans et attendait depuis 3 jours une famille d'accueil. Sa mère était en désintoxication dans une unité fermée, 2 étages plus bas. Au printemps dernier, c'étaient des jumelles. Leur père était sur une plateforme pétrolière à l'étranger. Leur mère avait été transportée d'urgence en chirurgie sans préavis. Sarah était restée avec chacun d'eux de la même manière qu'elle le faisait maintenant, silencieusement, sans cérémonie, sans jamais en parler à personne, sauf si on le lui demandait directement. Elle ne le faisait pas pour la reconnaissance. Elle le faisait parce qu'à un moment donné, rester était devenu la seule façon de s'excuser qu'elle connaissait. Aucun de ses collègues ne faisait le lien. Il voyait une infirmière qui courait vers les urgences au lieu de les fuir. Une infirmière qui n'élevait jamais la voix en cas de crise. Qui semblait toujours savoir où se trouvaient les batteries de rechange du chariot d'urgence. Même les nuits où elle n'était pas affectée à cette aile. Il supposait que c'était l'expérience. Ils n'avaient pas entièrement tort, mais leur vision était incomplète. Un étage plus bas, dans la chambre 412, la grand-mère de Lily, Ruth, était allongée. Elle était reliée à son propre moniteur cardiaque. Sa poitrine se soulevait au rythme superficiel d'une femme dont le cœur avait fini par protester. Il ne supportait plus de porter seul le deuil de la famille. Sarah avait déjà pris de ses nouvelles 2 fois ce soir-là. Elle avait ajusté ses oreillers, baissé la lumière. Elle lui avait promis que Lily était en sécurité, qu'elle dormait et qu'elle serait là le matin. Sa voix était trop douce pour n'être qu'une simple obligation professionnelle. Ruth lui avait serré la main les 2 fois. Elle avait prononcé les mêmes 3 mots, d'une voix calme et assurée. « Merci, ma chère. » Sarah avait appris il y a longtemps que le chagrin s'annonce rarement comme tel. Parfois, il ressemblait au cœur défaillant d'une grand-mère. Parfois, il ressemblait à une enfant de 4 ans qui avait trop peur de fermer les yeux. Et parfois, elle le savait mieux que quiconque, il ressemblait à une femme. Une femme qui avait bâti une seconde vie entière pour ne plus jamais rester impuissante. Pour ne plus jamais voir quelqu'un qu'elle aurait pu sauver lui échapper. Au bout du couloir, le moniteur émettait son bip régulier. Quelque part à l'étage inférieur, une porte de la zone des ambulances s'ouvrait et se fermait. Et à 5 kilomètres de là, à la base navale de Norfolk, un SUV noir franchissait déjà le portail. À son bord, un homme en uniforme de cérémonie qui n'avait pas dormi depuis plus de 30 heures. Il n'avait qu'une seule pensée qui le guidait à chaque kilomètre entre la base et l'hôpital. Rejoindre ma fille. Il gardait une photo accrochée au pare-soleil du SUV. Les coins étaient usés et doux, à force d'avoir été manipulés pendant des années. Sa femme, Marissa, riant de quelque chose hors champ. Lily, à peine âgée de 2 ans, était assise sur sa hanche. Il l'avait regardée plus de fois au cours des 30 dernières heures qu'il ne pouvait le compter. Comme si cela pouvait, par la seule force de sa volonté, faire avancer le véhicule plus vite. Le capitaine Daniel Reyes avait déjà manqué des anniversaires. Il avait manqué un anniversaire de mariage qui n'avait jamais eu la chance de devenir le 10e. Il avait manqué le jour où le cœur de sa femme avait lâché. C'était sur le parking d'une épicerie, il y a 2 ans et 4 mois. Il était à l'autre bout du monde, sans téléphone en état de marche. Il n'avait aucun moyen d'appeler chez lui, jusqu'à ce que cela n'ait plus d'importance. Il s'était promis, devant sa tombe, dans son uniforme de cérémonie, avec Lily trop jeune pour comprendre pourquoi tout le monde pleurait. Il s'était juré de ne plus jamais laisser la distance être la raison de son absence. Il y a 6 semaines, cette promesse avait été mise à l'épreuve, d'une manière dont il ne pouvait pas parler, ni maintenant, ni même au bureau des admissions de l'hôpital. Une opération classifiée, une coupure des communications, qui a duré 4 fois plus longtemps que prévu. Enfin, un appel par satellite, il y a 3 jours. La communication était hachée. La voix de son commandant en second lui annonçait que sa fille avait une pneumonie et que sa belle-mère avait eu un problème cardiaque en essayant de s'occuper d'elle seule. Depuis,
Il n'avait plus respiré correctement. Le trajet depuis l'aérodrome avait duré 40 minutes, qui lui avaient semblé être 4 heures. Il n'avait pas quitté son uniforme. Il n'en avait pas eu le temps. Et une partie de lui, celle qui comptait encore les secondes sous le feu, savait que s'il arrêtait d'avancer, ne serait-ce qu'une minute, il ne pourrait peut-être pas repartir. Il a franchi les portes principales de l'hôpital à 23h52. Son badge à la main, un bénévole de nuit lui a indiqué les ascenseurs sans poser de questions. Car il y a des visages qui n'ont pas besoin d'explication. 3e étage, chambre 340, vide. Une infirmière au poste de garde a levé les yeux vers son uniforme, puis son visage. Elle a pointé silencieusement le couloir en direction du salon familial. « Elle demande après vous toutes les heures », a dit l'infirmière. L'infirmière de nuit ne l'a pas quitté depuis la fin des heures de visite. Daniel ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Ses bottes étaient silencieuses sur le carrelage. Une habitude que 19 ans d'entraînement avaient gravée dans sa mémoire musculaire. Il atteignit le seuil du salon et s'arrêta, comme s'il avait heurté un mur. Les plafonniers étaient réglés au plus bas. Une seule lampe brillait près de la fenêtre. Et là, dans un fauteuil en vinyle destiné aux familles épuisées, une femme en blouse bleu cobalt vif était assise. Sa fille dormait contre sa poitrine. Un bras était enroulé de manière protectrice autour du dos de la fillette. Un ours en peluche usé était niché dans le creux du coude de Lily. Les cheveux de Lily étaient ébouriffés par le sommeil. Sa joue était pressée contre la clavicule de la femme. Sa petite main était agrippée au tissu de la chemise d'une inconnue, de la même manière qu'elle s'agrippait autrefois à celle de sa mère. Les genoux de Daniel fléchirent, d'une manière que 6 semaines de pression au combat n'avaient jamais réussi à provoquer. Ses mains se portèrent à sa bouche sans qu'il ne le veuille. Il resta là, figé sur le seuil du salon familial d'un hôpital. Dans son uniforme de cérémonie, il regardait sa fille dormir. Elle était en sécurité et au chaud, dans les bras d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. L'infirmière leva les yeux. Son regard croisa le sien à travers la pièce. Calme, stable, sans surprise, comme si elle l'attendait depuis des heures. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Capitaine Reyes, dit-elle doucement, pour ne pas réveiller l'enfant. Elle vous attendait. » Il ne put parler pendant un long moment. Quand sa voix sortit enfin, elle se brisa. « Merci, murmura-t-il. Je n'ai pas de mots pour ça. Vous n'en avez pas besoin. » Sarah bougea avec précaution, soulageant le poids de Lily pour ne pas la réveiller trop brusquement. « Venez vous asseoir. Elle voudra voir votre visage dès qu'elle ouvrira les yeux, pas seulement entendre votre voix. » Daniel traversa la pièce comme un homme marchant en terrain inconnu. Pourtant, il était entré dans des pièces bien plus dangereuses que celle-ci, sans la moindre hésitation. Il s'assit sur la chaise en face d'elle, plus près, assez près maintenant pour voir les légères cernes sous les yeux de Sarah, et les callosités sur ses paumes. Elle n'appartenait pas à une femme qui passait ses journées à gérer de la paperasse et des perfusions. Il remarqua ces callosités. Il classa l'observation dans un coin de sa tête, sans savoir encore pourquoi c'était important. Elle avait si peur, dit Sarah doucement, en regardant la poitrine de Lily se soulever et s'abaisser. 9 jours dans un lit d'hôpital, Mamie dans une autre chambre avec des fils sur la poitrine, Papa à l'autre bout du monde. Elle n'arrêtait pas de me demander si tous ceux qu'elle aimait allaient disparaître. La mâchoire de Daniel se crispa. « J'aurais dû être là. Vous êtes là maintenant. » La voix de Sarah ne contenait aucun jugement, seulement un fait. C'était le même ton qu'elle utilisait pour calmer les familles en panique dans des situations bien pires. C'est ce dont elle se souviendra, pas des 6 semaines, mais du moment où vous avez franchi cette porte. Lily bougea. Ses paupières papillonnèrent, s'habituant à la faible lumière. Puis son regard se fixa sur la silhouette en uniforme assise en face d'elle. « Papa? Salut ma puce. » La voix de Daniel se brisa complètement cette fois, et il n'essaya pas de le cacher. « Je suis là. Je suis juste là. » Lily se redressa d'un bond avec une force qui surprit tout le monde dans la pièce. Elle se jeta des bras de Sarah dans ceux de son père, avec son ours en peluche et tout le reste. Elle sanglotait de ce sanglot particulier d'un enfant qui a été courageux bien trop longtemps, et qui, enfin, n'a plus besoin de l'être. Daniel enlaça sa fille de ses 2 bras et ferma les yeux. Pendant un instant, la pièce ne contenait que le son d'un père respirant les cheveux de son enfant, et celui d'une infirmière se levant discrètement.
Elle faisait attention à ne pas donner l'impression que ce moment était observé. Elle était presque à la porte quand la voix de Daniel l'arrêta. « Attendez !» Il leva les yeux par-dessus la tête de Lily. Ses yeux étaient rouges et vifs. « Quel est votre nom ?»« Sarah. Sarah Mitchell. Sarah. » Il le dit comme s'il le mémorisait. « Merci. Je le pense d'une manière que je ne crois pas pouvoir expliquer maintenant. »« Vous n'avez pas à le faire. » Elle lui offrit un petit sourire fatigué. « Reposez-vous bien tous les deux. Demain sera une belle journée. » Elle ne pouvait pas savoir, debout sur ce seuil à minuit, que dans les 9 heures suivantes, elle serait la seule raison pour laquelle ils survivraient tous les deux. Le matin se leva, gris et calme sur Norfolk, le genre de ciel couvert qui rendait tout à l'hôpital plus doux, plus estompé. Sarah a pointé à 7 heures pour un service qu'elle n'avait techniquement pas besoin de prendre. Mais les papiers de sortie de Lily attendaient l'autorisation finale du pédiatre. Et quelque chose en Sarah l'avait empêchée de rester à l'écart. Elle se dit que c'était par conscience professionnelle. Mais elle avait cessé de croire à ses propres excuses sur ce genre de choses il y a 6 ans. Daniel n'avait pas quitté la chambre. Il était assis dans le même fauteuil qu'il avait occupé à minuit. Il portait toujours son uniforme de cérémonie, bien que la veste soit maintenant accrochée au dossier de la chaise, les manches retroussées jusqu'au coude. Lily s'était rendormie dans le lit d'hôpital, sa petite main posée sur la sienne. « Vous n'avez pas dormi ?» dit Sarah en consultant le dossier de Lily au pied du lit. « Vous non plus, si j'en crois les cernes sous vos yeux. Risque du métier, ça aussi. » Il fit un signe de tête vers lui-même. En 19 ans, on apprend à fonctionner avec rien. Le stylo de Sarah s'arrêta au-dessus du dossier pendant une demi-seconde. Pas assez longtemps pour que la plupart des gens le remarquent. Daniel, lui, le remarqua. Il avait passé sa carrière à remarquer les demi-secondes. C'est ce qui l'avait maintenu en vie, dans des endroits dont la plupart des gens n'entendent jamais parler aux informations. « Vous étiez militaire, dit-il. Ce n'était pas une question. Je suis une infirmière civile, capitaine. Je n'ai pas demandé ce que vous êtes maintenant. J'ai demandé ce que vous étiez. » Sa voix était douce, sans accusation. « J'ai passé toute ma carrière à lire les gens qui ne veulent pas être lus. Vous avez vérifié chaque sortie de ce salon avant de vous asseoir hier soir. Vous la teniez comme si vous aviez trié une centaine d'enfants dans des conditions pires que celles-ci. Et vos mains? » Il fit un léger geste vers les siennes. « Ce ne sont pas des mains d'infirmière. Pas seulement des mains d'infirmière. » Sarah ferma le dossier. Pendant un instant, quelque chose vacilla derrière son expression calme. C'était vieux, fatigué et soigneusement gardé. « Tout le monde a un passé, capitaine. Ça ne veut pas dire qu'il a sa place dans une chambre d'hôpital. C'est juste. » Il leva les 2 paumes, laissant tomber le sujet pour l'instant. « Je suis reconnaissant de toute façon. Quoi que vous ayez été, quoi que vous soyez. »« Combien de temps avez-vous servi ?» demanda Sarah, surtout pour changer de sujet. Mais une partie d'elle était curieuse malgré elle. « 19 ans, 12 déploiements, plus ou moins. Ça dépend si on compte ceux qui n'existent pas officiellement. » Il jeta un coup d'œil à Lily, toujours endormie, puis de nouveau à Sarah. « Et vous? 8 ans dans la garde côtière. Technicienne de survie en aviation. » Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Comme une porte rouillée qui finit par céder d'1 centimètre. « J'ai quitté 4 ans après le sauvetage qui a le plus compté. Je me suis dit que c'était pour plein de raisons. L'épuisement, l'envie de quelque chose de plus stable. La vérité est plus simple que ça. Quelle est la vérité? Je ne pouvais plus remonter dans cet hélicoptère sans penser à elle. À chaque fois. » Les yeux de Sarah se tournèrent brièvement vers la fenêtre. Alors j'ai trouvé un autre type de sauvetage. Un sauvetage où je pouvais garder les 2 pieds sur la terre ferme et continuer à être là pour ceux qui avaient besoin de moi. Daniel l'étudia un long moment. C'était le genre de regard qui vient de plusieurs années passées à lire les gens qui ne veulent pas être lus. « Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que vous ayez quitté le métier. Je pense que vous avez juste changé d'uniforme. » Sarah ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle se pencha simplement et ajusta la couverture de Lily, qui avait glissé. C'était le même petit geste de soin anodin qu'elle accomplissait 100 fois par service. Et Daniel comprit, en la regardant, qu'il venait d'assister à la réponse la plus sincère qu'elle pouvait donner. Au bout du couloir, un chariot de service de repas passa bruyamment. Le moniteur de Lily émettait son bip régulier. C'était le même rythme qu'il avait tenu toute la nuit, banal, sans menace. Personne dans cette pièce n'avait encore de raison de croire que la matinée se terminerait différemment de la façon dont elle avait commencé.
Il était 9h40 du matin quand la respiration de Lily changea. Sarah l'entendit avant de le voir. Une subtile irrégularité dans le rythme du bip du moniteur. Un allongement d'une demi-seconde entre les respirations. La plupart des gens dans la pièce ne l'auraient pas remarqué. Elle était à 1 mètre de là, en train de réapprovisionner un chariot. Elle se retourna avant même que l'alarme ne sonne. Daniel reculait. Il bougeait déjà, l'instinct prenant le dessus sur la confusion. Il libérait de l'espace au pied du lit pendant que Sarah traversait la pièce en 4 grandes enjambées. La poitrine de Lily travaillait trop fort. Ses petites côtes se creusaient à chaque inspiration. Un tirage visible sous sa clavicule, que toute personne formée à la détresse respiratoire pédiatrique reconnaîtrait immédiatement. Le bord de ses lèvres était devenu couleur de craie. Un sifflement fin et aigu s'échappait d'elle à chaque expiration. « Allez me chercher le docteur Hale. » La voix de Sarah, dirigée vers le couloir, était vive et portait sans être un cri. État de mal asthmatique. Chambre 340, maintenant. Une aide-soignante courut vers le poste de garde. Sarah était déjà à la tête du lit. Elle le redressait, positionnait Lily vers l'avant et légèrement penchée. Elle ouvrait les voies respiratoires de la petite fille de la manière la plus rapide que la physiologie le permettait. « Lily, ma chérie, regarde-moi !» La voix de Sarah restait égale, chaleureuse, totalement sans panique, même si ses mains bougeaient avec une vitesse qui démentait son calme. « Il faut que tu souffles doucement, comme si tu soufflais des bougies d'anniversaire. Tu peux faire ça pour moi ?» Les yeux de Lily étaient immenses et terrifiés. Ils étaient fixés sur son père. Elle était incapable de répondre avec le peu de souffle qui lui restait. Preston Hale arriva en courant, stéthoscope déjà en main. Il le pressa contre la poitrine de Lily. Son visage devint pâle. J'entends un sifflement des 2 côtés, mais il déplaça le stéthoscope plus bas, écouta à nouveau, et sa voix s'amincit. Je n'entends pas de mouvement d'air dans les lobes inférieurs. C'est trop silencieux là-dessous. Thorax silencieux, dit Sarah. Et quelque chose dans ces 2 mots fit comprendre à chaque personne dans la pièce à quel point les 90 prochaines secondes allaient être dangereuses. Un sifflement signifiait que l'air circulait encore, même mal. Le silence signifiait que les voies respiratoires s'étaient tellement refermées que presque plus rien ne passait. La pièce sembla se resserrer autour du son de l'alarme du moniteur, un son aigu et fin qui fit taire toutes les conversations dans le couloir. Une deuxième aide-soignante apparut sur le seuil avec le chariot d'urgence déjà en mouvement. Ses roues se coincèrent brièvement sur le seuil avant de se libérer. Saturation à 84 et en baisse, annonce à l'aide depuis le moniteur. Rythme cardiaque à 162. Nébuliseur en continu maintenant. Épinéphrine, 0,01 mg par kilogramme en intramusculaire dans la cuisse externe. Que quelqu'un me prépare du sulfate de magnésium. Et appelez l'anesthésie à l'étage au cas où nous devrions sécuriser les voies respiratoires. Les ordres de Sarah étaient rapides et précis. C'était la cadence de quelqu'un qui avait demandé du matériel dans des conditions bien pires qu'une chambre d'hôpital avec de la lumière et un personnel complet. Preston hésita, seringue à la main. Ses yeux se tournèrent vers la porte, comme s'il attendait que quelqu'un de plus autorisé arrive pour confirmer le plan. « Preston !» La voix de Sarah trancha son hésitation sans monter en volume. « Elle n'a pas le temps que vous remettiez ça en question. L'épinéphrine, maintenant. » J'assume chaque mot de cet ordre. Il administra l'injection. Le petit corps de Lily tressaillit, puis se raidit. Puis, avec une lenteur angoissante, il commença à chercher de l'air avec un peu moins de désespoir qu'une minute auparavant. Daniel se tenait plaqué contre le mur. Tous ses instincts de combat lui hurlaient d'agir, de faire quelque chose. Et pour la première fois de sa carrière, il découvrait que son entraînement ne l'avait absolument pas préparé à ça. Il avait couru sous les tirs sans que son pouls ne change. Regarder sa fille se battre pour respirer faisait trembler ses mains pour la première fois en 15 ans. « Parlez-moi » dit-il à voix basse à Sarah. Il avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour se raccrocher. Qu'est-ce qui lui arrive? Ses voies respiratoires se ferment plus vite que les médicaments ne peuvent les ouvrir. Ça arrive parfois avec un asthme sévère, surtout après une infection pulmonaire comme celle qu'elle vient d'avoir. Nous gagnons du temps jusqu'à ce que l'épinéphrine et les stéroïdes fassent effet. Sarah ne quitta pas Lily des yeux en parlant. Ses mains étaient stables sur les épaules de la fillette.
Elle la maintenait droite, la calmait et l'aidait à respirer le mince filet d'air qu'elle pouvait encore aspirer. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, capitaine. J'ai besoin qu'elle voie votre visage, et non votre peur. Elle vous lit mieux que n'importe quel moniteur dans cette pièce. » Daniel déglutit difficilement. Il essuya ses paumes sur son pantalon et s'agenouilla pour être au niveau des yeux de sa fille. « Hé, ma puce, je suis juste là. Tu te débrouilles si bien. Comme le dit Sarah, respire lentement, d'accord? Inspire par le nez et souffle comme si tu faisais des bulles. » Sa voix, entraînée pour commander calmement dans les pires conditions sur Terre, resta stable, même si son cœur se déchirait en deux. Le sulfate de magnésium arriva. Sarah l'accrocha elle-même, calculant le débit sans avoir besoin de consulter un tableau de référence. Sa concentration était absolue. Le nébuliseur sifflait sa brume continue. Les chiffres du moniteur se maintenaient à 84, puis 85. Il refusait de monter, refusait de descendre. Les secondes s'étirèrent en quelque chose qui ne ressemblait plus du tout au temps. Quelque part dans le couloir, un chariot de repas passa bruyamment. L'ordinaire inconsciente, une petite cruauté d'un monde qui continuait de tourner, même pendant qu'une enfant de 4 ans se battait pour chaque respiration. Daniel sentait son propre pouls marteler ses oreilles. C'était plus fort que tout ce qu'il avait jamais entendu dans un combat. Car ici, il n'y avait pas de cible sur laquelle riposter, pas d'ennemi à déjouer. Seulement l'immobilité terrible de regarder et d'attendre, pendant que quelqu'un d'autre faisait la seule chose qui pouvait vraiment aider. Preston se tenait près du pied du lit, dossier en main. Il observait chaque mouvement de Sarah avec une concentration qu'il n'avait jamais accordée à un collègue auparavant. Il avait passé 4 ans en médecine et 2 ans en internat à apprendre à faire confiance au protocole plutôt qu'à l'instinct, aux listes de contrôle plutôt qu'à l'intuition. Et en l'espace de 90 secondes, il commençait à comprendre que les deux n'étaient pas toujours la même chose, et que la différence coûtait parfois des vies. « L'anesthésie est à 2 minutes !» cria quelqu'un depuis le couloir. « Elle n'a pas 2 minutes si ça ne s'améliore pas !» se dit Sarah. Elle attrapa le ballon de ventilation sur le chariot d'urgence à côté du lit. Elle le glissa à portée de main sans alarmer personne dans la pièce. L'habitude d'un sauveteur de se préparer au pire, tout en se battant pour le meilleur. En se penchant, sa manche remonta au-dessus de son poignet. Un fin bracelet en cuir apparut. Il était délavé par l'eau salée et le soleil. Un petit médaillon gravé capta la lumière du plafond. Une paire d'ailes croisées sur une bouée de sauvetage. Et en dessous, presque effacés par des années de manipulation, 4 mots, pour que d'autres puissent vivre. Les yeux de Daniel se fixèrent dessus. Son souffle se coupa. Et pendant un instant, sa peur pour sa fille entra en collision frontale avec un souvenir enfoui depuis 19 ans. « Vous êtes une nageuse, » dit-il, d'une voix basse et incrédule. « Une technicienne de la garde côtière. » Sarah ne répondit pas. Elle n'en avait pas le temps. À cet instant précis, la poitrine de Lily commença à se détendre. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment. Le sifflement revint. Aigu, fin, terrible et magnifique. Car un sifflement signifiait de l'air, et l'air signifiait une chance de se battre. « Il y a du mouvement dans le lobe inférieur gauche, » dit Preston, la voix brisée par le soulagement en écoutant à nouveau. La saturation monte. 86, 88. Laissez le nébuliseur en marche. Ne touchez pas à sa position. Sarah expira enfin. C'était une respiration qu'elle semblait retenir depuis près de 5 minutes. C'est seulement à ce moment-là qu'elle remarqua que Daniel fixait le bracelet à son poignet, comme si c'était la réponse à une question qu'il portait depuis plus de 10 ans. L'anesthésiste arriva à la porte. Il jeta un coup d'œil aux chiffres qui grimpaient régulièrement sur le moniteur, et il se retira sans qu'un mot ne soit nécessaire. 90 secondes plus tard, la saturation de Lily était à 92. Sa respiration, bien que toujours difficile, avait perdu le tranchant de la crise. Sa petite main trouva celle de son père et la serra, avec une force qui le fit s'étouffer, avec un sanglot qu'il retenait depuis que l'alarme avait sonné. Sarah ne recula du lit que lorsqu'elle fut certaine que le danger était passé. Elle vérifia une dernière fois les constantes. Elle ajusta le débit d'oxygène avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois, dans des endroits bien moins cléments qu'un service de pédiatrie bien équipé. Preston Hale se tenait figé près de la porte, stéthoscope toujours à la main. Il la regardait comme un homme regarde quelque chose qu'il a fondamentalement mal jugé.
Comment saviez-vous qu'il fallait de l'épinéphrine avant même que la saturation ne tombe en dessous de 90 demanda-t-il d'une petite voix. Je n'ai jamais vu quelqu'un agir aussi vite sur un thorax silencieux. Parce que j'ai déjà entendu le silence, dit Sarah doucement. Dans des endroits où le prochain son que vous entendez est le dernier que quelqu'un émet, vous apprenez à ne pas attendre la permission quand une poitrine devient silencieuse comme ça. La pièce était devenue silencieuse. Même Lily, maintenant somnolente à cause de l'épuisement et des médicaments, la regardait avec de grands yeux curieux. Daniel se releva lentement de l'endroit où il s'était agenouillé près du lit. Le bracelet était encore gravé dans sa mémoire. Il franchit la courte distance qui les séparait. « Technicienne de survie en aviation », dit-il. « 2e classe, peut-être première, vu comment vous venez d'agir. Nageuse sauveteuse. » Les épaules de Sarah, qui avaient porté une décennie d'invisibilité soigneusement entretenue, s'affaissèrent enfin d'1 centimètre. « Première classe », dit-elle doucement. « AST1, à la retraite. J'ai servi avec des gens comme vous plus de fois que je ne peux le compter, dit Daniel, la voix rauque. Opération conjointe, sauvetage en tempête. J'ai vu un jour un nageur plonger dans des vagues de 9 mètres au milieu d'un ouragan. Il a sorti 4 marins d'une coque en train de couler, un par un. L'hélicoptère ne pouvait pas rester en position assez longtemps pour les hisser tous en même temps. C'était il y a longtemps, dit Sarah. C'était vous, ce nageur? Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se posèrent sur la petite main de Lily, toujours enroulée autour du doigt de son père. Et quelque chose sur son visage se fissura légèrement, comme une porte fermée depuis des années qui cède enfin sous la pression. « Il y a eu un sauvetage, dit-elle enfin, assez bas pour que seuls Daniel et Preston l'entendent. 4 ans avant que je quitte le service, un chalutier a chaviré au large du Cap Hatteras pendant une tempête que personne n'avait vu venir si vite. 9 personnes à l'eau. Je suis descendu avec le treuil 6 fois cette nuit-là. 6 fois. La voix de Daniel était maintenant pleine de respect. La 6e fois, il y avait une petite fille. Sa mère lui avait mis un gilet de sauvetage. Elle l'avait attaché à un morceau de la timonerie avant que le bateau ne coule, en espérant que ça la maintiendrait à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Les mains de Sarah, si stables quelques instants plus tôt pendant la crise, tremblaient légèrement maintenant. Quand je l'ai atteinte, l'eau était à 5 degrés. Elle y était depuis près de 20 minutes. Je l'ai mise dans le panier. Je suis remonté avec elle, en faisant des compressions, tout le long du trajet. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que le médecin de vol me dise qu'il n'y avait plus de cœur à faire repartir. La pièce retint son souffle. Elle s'appelait Emma, dit Sarah. Je ne sais toujours pas à quoi ressemblait sa voix, car quand je l'ai atteinte, elle ne faisait plus aucun son. J'ai pensé à elle tous les jours depuis. Je me suis promis, debout sur ce pont d'envol avec elle encore dans mes bras, que si je quittais un jour le service, je passerais le reste de ma vie à m'assurer qu'aucun enfant n'ait plus jamais à attendre seul que quelqu'un vienne. Pas une seule minute. Jamais, si je pouvais l'éviter. Daniel baissa les yeux sur sa fille. En sécurité, respirant, vivante. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme ordinaire et banal. Un rythme qui semblait soudain la chose la plus extraordinaire au monde. « C'est pour ça que vous étiez encore dans ce fauteuil à minuit, dit-il. C'est pour ça que vous êtes resté. C'est pour ça que je reste à chaque fois, dit Sarah. Ce n'est pas la procédure. Ce n'est pas un service. C'est une promesse que j'ai faite à une petite fille que je n'ai pas pu sauver. La promesse que je ne laisserai jamais un autre enfant se sentir oublié en attendant que quelqu'un rentre à la maison. » Preston Hale, qui 12 heures plus tôt l'avait menacé d'un blâme pour être resté après son service, posa son stéthoscope sur le comptoir. Il ne dit rien du tout, car il n'y avait plus rien d'adéquat à dire. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la chambre 340 se répandit dans l'hôpital Meridian Regional, comme toujours dans les hôpitaux. D'abord discrètement, puis d'un seul coup. Le lendemain après-midi, les infirmières avec qui Sarah travaillait depuis des années la regardaient différemment. Non pas avec suspicion, mais avec une sorte de respect naissant. Cela la mettait mal à l'aise d'une manière qu'une urgence vitale n'avait jamais fait. Preston Hale la trouva au poste des infirmières ce soir-là. Il était inhabituellement hésitant, une tasse de café dans chaque main. « Je vous dois des excuses », dit-il en posant une tasse devant elle. « Hier soir, l'histoire de la responsabilité, j'étais tellement occupé à me protéger que j'ai failli passer à côté de ce qui comptait vraiment. »« Vous n'êtes pas passé à côté, » dit Sarah. «
Vous avez demandé l'épinéphrine à la seconde où je vous l'ai dit. C'est ça qui compte, Preston. Pas la version de vous qui a hésité une demi-seconde, mais la version qui a agi quand même. Je veux être meilleur à ça. La partie instinctive, pas seulement la partie protocolaire. Alors arrêtez de lire le dossier avant de lire le patient, dit Sarah, sans méchanceté. Les chiffres seront toujours là dans 30 secondes. Parfois, l'enfant en face de vous n'attendra pas aussi longtemps pour vous dire que quelque chose ne va pas. Preston hocha lentement la tête, faisant tourner la tasse de café dans ses mains. Et quelque chose dans sa posture se redressa. Dans les années qui suivirent, il devint l'un des pédiatres les plus respectés que l'hôpital ait jamais connus. Et il raconta l'histoire d'un thorax silencieux dans la chambre 340 à chaque interne qui douta de son propre instinct devant lui. La sortie de Lily fut autorisée 2 jours plus tard. Sa grand-mère, stable et en convalescence dans la chambre 412, sortit le même après-midi. La petite famille, père, fille, grand-mère, se réunit une dernière fois dans le salon du 3e étage avant de rentrer à la maison. Les mêmes fauteuils en vinyle où tout avait commencé étaient maintenant encombrés de ballons. Une aide-soignante les avait fait monter en douce de la boutique de cadeaux. Sarah vint leur dire au revoir pendant sa pause déjeuner. Elle portait toujours sa blouse bleu cobalt vif, son badge d'identification se balançant à son cordon. Lily se jeta des genoux de sa grand-mère et enlaça les jambes de Sarah avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Son ours en peluche était pressé entre elles. « Tu vas m'oublier » demanda Lily, sa voix étouffée contre la blouse de Sarah. Sarah s'accroupit au niveau de la fillette. Comme elle l'avait fait 100 fois auparavant, avec 100 autres enfants effrayés. Et cette fois, elle se permit de ressentir tout le poids de cette question. « Je ne pourrai jamais t'oublier, » dit-elle. Pas un seul jour. Daniel se tenait à quelques mètres de là. Son uniforme de cérémonie avait été remplacé par une simple chemise. L'épuisement de la semaine passée était gravé sur son visage. À côté, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. Une sorte de paix qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un hôpital. « J'ai fait des recherches, dit-il doucement, une fois que Lily fut retournée auprès de sa grand-mère pour montrer un nouveau livre de coloriage. Votre unité, le Cap Hatteras. Cette tempête est entrée dans les annales, comme la pire des 30 dernières années. 9 âmes à bord de ce chalutier. 8 d'entre elles sont en vie aujourd'hui parce que vous n'avez pas arrêté de descendre avec ce treuil. Je ne me souviens que de celles que j'ai perdues. Je sais. » Sa voix était douce. « Je comprends ça mieux que la plupart des gens ne le pourront jamais. Mais j'ai besoin que vous entendiez quelque chose. Et j'ai besoin que vous l'entendiez vraiment. Pas que vous le laissiez passer comme je soupçonne que vous laissez passer chaque mot gentil. » Sarah croisa son regard et pour une fois ne le détourna pas. « Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de ma fille il y a 2 jours, dit Daniel. Vous la sauvez chaque nuit depuis la mort de sa mère. De 100 petites manières pour lesquelles personne ne vous a jamais remercié. Rester après votre service, la tenir quand personne d'autre ne le pouvait. Reconnaître un thorax silencieux avant même qu'un moniteur ne le signale. Parce qu'une partie de vous n'a jamais cessé d'écouter le son d'un enfant qui a besoin d'aide. Ce n'est pas une description de poste, Sarah. C'est une vocation. Et je ne pense pas que ça a commencé la nuit où ma fille est tombée malade. Je pense que ça a commencé la nuit où vous avez perdu Emma. Et vous n'avez jamais laissé ça vous rendre amère. Vous avez seulement laissé ça vous rendre plus déterminée à être celle qui est présente. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. C'était inattendu, sans défense. C'étaient les premières larmes que quiconque à l'hôpital Meridian Regional lui voyait verser en 6 ans de service. Daniel se redressa, devant le poste des infirmières, devant Preston Hale, devant sa propre fille et sa belle-mère. Devant un couloir rempli de personnel hospitalier qui s'était rassemblé sans vraiment le vouloir. Le capitaine Daniel Reyes se mit au garde à vous. Il leva la main pour un salut lent, délibéré et formel. C'était le genre de salut réservé aux officiers généraux, aux camarades tombés au combat. Pour le plus rare des respects qu'un militaire puisse offrir à un autre, un silence tomba dans le couloir. Chaque instinct militaire dans le bâtiment reconnut exactement ce qui se passait, et comprit, sans qu'on ait besoin de le leur dire, qu'ils assistaient à quelque chose qui n'arrivait pas dans les couloirs d'un hôpital. « Technicienne de survie en aviation de première classe Sarah Mitchell, dit Daniel, la voix stable et portant. Au nom de chaque famille qui ne connaîtra jamais votre nom, et au nom de celle qui le connaît, merci pour votre service. D'hier, d'aujourd'hui
et de chaque jour entre les deux. Sarah reste figée un instant. 6 ans d'invisibilité soigneusement entretenue, anéantie dans un seul couloir. Puis, lentement, elle leva sa propre main et rendit le salut, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. La mémoire musculaire refaisant surface, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Lily ne comprenait pas la formalité du moment. Elle savait seulement que quelque chose d'important se passait. Elle courut quand même en avant, et les enlaça tous les deux en même temps. Elle transforma l'instant en quelque chose de plus doux, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux. « Est-ce que ça veut dire que tu fais partie de notre famille maintenant ?» demanda Lily. Elle regardait Sarah avec la certitude candide que seule une enfant de 4 ans peut offrir. Sarah regarda Daniel par-dessus la tête de la fillette. Il hocha la tête une fois, sans hésitation. « Si Sarah le veut, dit-il. »« J'aimerais ça, dit Sarah, la voix nouée. J'aimerais beaucoup ça. » 3 mois plus tard, Daniel organisa quelque chose que Sarah n'avait jamais demandé et n'aurait jamais demandé elle-même. Il utilisa des contacts que seul un capitaine, avec 19 ans d'opération conjointe, pouvait atteindre. Et par un beau matin d'automne, une petite délégation de la garde côtière des États-Unis arriva à l'hôpital Meridian Regional, en uniforme de cérémonie, sans préavis. Ils demandèrent à l'accueil où ils pourraient trouver la technicienne de première classe Sarah Mitchell, à la retraite. Elle fut appelée dans le hall au milieu de son service. Toujours dans sa blouse bleu cobalt vif, son badge se balançant à son cordon. Elle n'était absolument pas préparée à ce qui l'attendait. Un premier maître principal, les tempes grisonnantes, s'avança. Il lui tendit un petit boîtier qu'elle reconnut instantanément. Car elle avait passé 8 ans à regarder d'autres nageurs recevoir exactement le même, et elle ne s'était jamais permis d'imaginer que ce serait le sien. À l'intérieur, reposant sur du velours délavé, se trouvait une citation. Elle aurait dû la recevoir la nuit où elle était descendue 6 fois dans une mer à 5 degrés. Sans jamais demander à être remontée elle-même, elle avait été enterrée sous la paperasse il y a des années, perdue dans le chaos d'un changement de commandement. Jamais finalisée, jamais remise. Daniel avait passé 3 mois à s'assurer qu'elle le soit enfin. 8 âmes, dit le chef doucement dans le hall. Devant Daniel, Lily et Ruth. Et devant une petite foule de personnel hospitalier qui s'était rassemblé sans le vouloir. De la même manière qu'ils s'étaient rassemblés dans le couloir des mois auparavant. 8 personnes en vie aujourd'hui parce que vous n'avez pas arrêté de descendre. La garde côtière n'oublie pas ce genre de courage, même quand la paperasse l'oublie. Les mains de Sarah tremblèrent en prenant le boîtier. Ces mêmes mains stables qui n'avaient jamais tremblé pendant une urgence, complètement déstabilisées par quelques mots simples, enfin prononcés à voix haute. Dans une pièce pleine de gens qui comptaient pour elle. « Ce n'est pas pour celle que j'ai perdue, dit-elle quand elle retrouva enfin sa voix. « Non, acquiesça doucement le chef. C'est pour tous ceux que vous avez ramenés à la maison. Emma vous a appris ce qu'il en coûte d'échouer. Voici à quoi ça ressemble quand vous ne laissez jamais ça vous empêcher d'essayer à nouveau. » Ils restèrent en contact après ça, comme le font les familles. Des appels le dimanche. Une invitation permanente aux anniversaires de Lily. Une photo encadrée sur le mur de l'appartement de Sarah. Une petite fille en robe rose endormie sur un canapé d'hôpital. La même photo qu'une aide-soignante avait prise à travers la porte la nuit où tout a commencé. Celle que Daniel admit plus tard qu'il n'oublierait jamais de sa vie. À côté, il y avait maintenant un deuxième cadre. Un petit boîtier en velours ouvert. Une citation à l'intérieur, reposant enfin là où elle devait être. Sarah travaille toujours au service de pédiatrie de l'hôpital Meridian Regional. Elle reste toujours après son service, plus souvent que l'horaire ne le permet techniquement. Et plus personne ne lui fait de rapport pour ça. Preston Hale, en particulier, a appris à faire confiance à son instinct avant de remettre en question son autorité. Il est devenu avec le temps l'un des meilleurs internes en pédiatrie que l'hôpital ait jamais formé. En grande partie parce qu'il avait vu un thorax silencieux lui en apprendre plus sur l'humilité en 90 secondes que 4 ans d'études de médecine. Elle n'a jamais oublié Emma. Elle porte ce nom comme elle porte le bracelet en cuir usé à son poignet. Un rappel plutôt qu'une blessure. La preuve que l'amour n'a pas besoin d'une fin heureuse pour valoir la peine d'être donné complètement. Et chaque nuit où elle travaille, dans un salon calme au 3e étage d'un hôpital qui ne saura jamais vraiment qui elle était autrefois. Sarah Mitchell tient la même promesse qu'elle a faite sur un pont d'envol il y a des années, dans le noir glacial. Aucun enfant n'attend seul, pas sous sa surveillance, jamais, si elle peut l'éviter. Fin. On n'a pas besoin d'un titre,
d'un uniforme ou d'une médaille pour être le héros de quelqu'un. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est simplement de refuser de partir, de rester pendant les heures difficiles et silencieuses, quand personne ne regarde, et de tenir bon jusqu'à ce que les gens que nous aimons sachent, sans l'ombre d'un doute, qu'ils sont en sécurité. Le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, il ressemble à une infirmière hors service qui refuse de poser un enfant. Chacun de nous porte en lui une situation que nous n'avons pas pu sauver, un moment que nous aurions aimé voir se dérouler différemment. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si cette situation nous quitte un jour. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de construire à partir d'elle. Comment nous la laissons nous rendre non pas amère, mais plus doux, plus déterminés à être pleinement présents pour la prochaine personne qui a besoin de nous. C'est la forme d'héroïsme la plus silencieuse et la plus vraie qui soit. Si cette histoire a touché votre cœur, donnez-lui un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour se manifeste discrètement. Et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et émouvantes sur les héros cachés parmi nous.